C'est bon? Tout est OK pour toi, Quentin? C'est tout bon. Allez, bonne visu à tous. Merci, Quentin. Donc, merci à Quentin et Ogdos pour ce deuxième webinaire, cette deuxième conférence qui sera sur le thème de la réathlétisation du sportif après blessure et prévention de la réchute. Ça pourrait être une continuité de ce qu'on a fait la semaine dernière avec le réentraînement après le confinement, où là, on a une autre forme de réentraînement, mais on va parler de réathlétisation beaucoup plus, où je l'avais dit la semaine dernière, où la sortie de confinement et un réentraînement, il n'y a pas de blessure, ou alors là, le cas, c'est vraiment, on a eu une blessure et on part sur de la réathlétisation et surtout évaluer la non-rechute ou essayer la non-rechute. Quelques chiffres clés sur les blessures et la réathlétisation. Si vous tapez dans PubMed le mot-clé injury sport, qui veut dire blessure en sport, on a jusqu'à 73 000, on a plus de 73 000 articles qui ressortent sur le site de référence des articles scientifiques, dont 8 000, un peu plus de 8 000 en 2020. C'est-à-dire que les recherches datent de plus de 1970, mais sur un an, on voit l'importance qu'il y a sur la blessure et la compréhension des blessures et sur la réathlétisation, où on a en un an près de 10%, un peu plus de 10% des recherches sur ces mots-clés, d'articles scientifiques qui comprennent ces mots-clés. Donc on voit l'importance que prend la réathlétisation, le retour de blessures et les blessures dans le sport. Comme je le dis à mes étudiants, c'est le même système que la charge d'entraînement, parce que tout le monde parle de charge d'entraînement et autres. Et il faut savoir qu'en 10 ans, il y avait 5 articles scientifiques sur leur charge d'entraînement il y a 10 ans. Maintenant, il y en a 500 par jour. Donc, c'est très vaste et on voit bien que la part niveau scientifique dans le sport prend beaucoup de place. En petits chiffres, par exemple, pour donner, lors d'une conférence cette année d'un médecin du sport, ils ont référencé en 2019 à peu près 6500 entorses par jour dans le monde, en France, pardon, ce qui est énorme, détecté ou pas détecté, ou détecté plus tard, mais on apporte quand même beaucoup de blessures, que ce soit dans le santé ou dans le sport. 6500 entorses par jour référencées en France. Il faut savoir que 50% des sportifs amateurs blessés, je parle bien de grosses blessures, c'est-à-dire rupture des ligaments ou autres, 50% ne reprennent pas le sport par la suite, ce qui est énorme. Un sportif sur deux, amateur ou professionnel, ne reprend pas le sport après une grosse blessure. Une étude récente qui vient des Suédois montre que sur 715 blessés dans la Ligue en Suède, 70 sont dus à une ancienne blessure. 70% de ces blessés-là sont dus à une ancienne blessure. Et la plupart sont des rechutes de ligaments croisés. Donc on voit bien que par cette étude-là, le facteur numéro 1 d'une blessure, c'est ce qui s'est passé avant. C'est les antécédents de blessure. 70% d'une blessure est due à ses antécédents. Donc, d'où l'importance du titre aujourd'hui, la réathlétisation, la prévention de la rechute. On est bien dans ce cas-là parce que 70% des blessures qui se passent actuellement, ce sont des blessures de rechute. Petite autre info, une VMA diminuée de 15% suite à une blessure augmente de 3,5 à la reprise le risque de rechute. Donc encore une fois, on voit bien que toute blessure peut avoir des conséquences et ces conséquences-là peuvent avoir des causes et des effets différents sur la suite. Donc, différentes définitions. Et là, la réathlétisation, on va d'abord parler de la rééducation. C'est l'ensemble des moyens et des soins non chirurgicaux mis en œuvre pour rétablir plus ou moins complètement l'usage d'un membre d'une fonction médicale ou correspondante. C'est le travail même du kiné, d'accord, qui est très important. Et j'en parle, pourquoi? Parce que c'est exactement le continuum de notre recherche en réathlétisation. C'est-à-dire on doit commencer par de la rééducation pour arriver à de la réathlétisation. On pourrait aussi avoir de la rééducation motrice,
ensemble des méthodes de développement et de récupération du système locomoteur visant à pallier une déficience motrice ou fonctionnelle. Là, certains kinés le font, mais aussi les ergots, par exemple, ont ce rôle-là de réentraîner à manger, de réentraîner à se coiffer. Pour des gens qui ont des déficiences, on est dans cette recherche-là. Ensuite, la réathlétisation. Et là, l'origine du mot réathlétisation, j'espère que tout le monde ne le sait pas, mais c'est un mot qui n'existe pas, qui n'est même pas dans le dictionnaire. C'est un mot inventé il y a une quinzaine d'années par Gian Nicola Bisciotti, professeur à l'université de Lyon. En fait, sa démarche, c'était, en fait, à l'étranger, on a la réhabilitation et on a le return to play. En anglais, si vous allez faire les recherches en Angleterre, on passe de la réhabilitation qui pourrait être liée à la rééducation directement au return to play, qui veut dire retour sur le terrain, retourner à jouer. Sauf que il y a une quinzaine d'années, ce professeur-là, il s'est dit, mais il nous manque quelque chose. Et imaginez bien, avec son petit accent italien à l'époque, il est passé il y a la réhabilitation, il y a le return to play, mais il nous faut un mot entre les deux, c'est la réathlétisation. Donc, il a lancé ce mot-là, ce qui a fait une boule de neige ensuite entre les étudiants, entre les différentes facs, et c'est le mot-là qui est apparu, qui n'est toujours pas dans le dictionnaire d'ailleurs, mais ça vient d'une personne qui a lancé un terme créé pour trouver une étape entre la réhabilitation et le return to play. Donc la réathlétisation, c'est une optimisation du retour de blessure. On va chercher à optimiser le retour du blessé. C'est un complément sportif à la rééducation. Ce n'est pas complètement dissocié, c'est vraiment un complément. Il faut que ça soit en lien, il faut que ça soit un travail complémentaire avec le kiné. Genre, je reviendrai tout à l'heure, mais c'est quelque chose de primordial. Et la réathlétisation, déjà, c'est la première question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que l'athlète, vulgairement, c'est pour ça les guillemets, est athlétisé et correctement entraîné? C'est souvent le souci en amateur. Est-ce que les amateurs ou les gens lambda sont dits correctement entraînés? On peut se poser la question dans certains niveaux, certains groupes, de la sédentarisation du sportif. Ensuite, la définition pure trouvée et inventée au fur et à mesure des années, c'est l'ensemble des moyens non médicaux et non paramédicaux mis en œuvre pour rétablir complètement l'efficacité motrice ou fonctionnelle d'un sportif. Donc là, on se tourne autre que la rééducation, on va s'orienter vraiment sur le côté sportif, sur le côté du sport. Ou ça peut être réentraîner individuellement un sportif qui a subi les effets du désentraînement suite à une pathologie. Donc là, pareil, on est vraiment sur la question d'entraînement, d'activité physique et la pathologie liée à cette activité. Pour aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, au retour sur le terrain, ce qu'on appelle le return to play. Donc l'objectif de la réathlétisation, ça va être de retrouver les habiletés motrices et physiologiques et surtout spécifiques pour reprendre son activité sportive au même niveau, et je dirais même plus, au niveau supérieur de là où on était. Parce qu'on va souvent s'apercevoir qu'au fur et à mesure du processus, que l'athlète avait des petits défauts, et ces petits défauts-là, pendant la réathlétisation, on va essayer de les corriger. Et le but, c'est de ramener, dans la période de réathlétisation, l'athlète à son niveau, voire au-dessus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la rééducation et la réathlétisation doivent travailler main dans la main. C'est une obligation. Mon boulot, c'est le terrain. Le travail de kiné, c'est de me valider des étapes pour que je puisse retravailler sur le terrain. Si je vais à l'encontre de ce qui se passe au kiné, à l'encontre du médecin, à l'encontre du kiné, des différentes étapes d'évolution du traitement et de la pathologie, je augmente grandement les risques de rechute. Donc, ça doit être un travail fait main dans la main. Je veux passer à une étape, c'est le kiné qui me l'autorise, ou le médecin. Mais je ne passe pas, ou je ne fais pas ça moi-même. C'est pas moi qui valide ou non. C'est, voilà, le kiné a vu des choses, a travaillé des choses. En travaillant ces choses-là, il va pouvoir nous valider
Ok, tu peux aller sauter. Ok, tu peux aller travailler à des vitesses plus importantes. Ouais, tu peux aller travailler en force, tu peux aller travailler en vitesse. Mais c'est vraiment le lien entre les deux qui est obligatoire pour déjà avoir une bonne prévention dans la rechute, c'est-à-dire éviter la rechute du blessé, du sportif. Qui peut faire la réathlétisation? Parce que les questions actuellement se posent. Eh ben, moi, je pars du principe que quand on est en recherche de guérison, le sportif est en recherche de guérison. La première chose, c'est que s'il est malade, il va aller chez son médecin généraliste. Si il a une blessure, obligatoirement, je suis sportif, je dois aller chercher un médecin du sport. Un sportif qui va voir son médecin généraliste pour une guérison de sport n'est pas cohérent. Un médecin du sport est diplômé, a fait des études une année de plus dans ce domaine-là, il connaît, c'est sa spécialité. On va chercher quelqu'un qui en fait tous les jours, qui voit ces pathologies-là tous les jours pour guérir. Ensuite, je veux de la rééducation, je vais voir dans l'état actuel le kiné. Et je veux de la réathlétisation, je vais chercher un préparateur physique. Sauf que on a deux solutions. Une solution, c'est que la première solution, c'est que les deux soient imbriqués, la possibilité des deux. Sauf que le problème en France, actuellement, c'est que le système de remboursement de la sécurité sociale, par exemple, ne prend pas en compte le métier de préparateur physique n'étant pas dans les fiches RNCP. Tout ce qui est remboursement, aide, n'est pas vu par la préparation physique, donc c'est obligatoirement le kiné. Et là où on se rend compte et qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, c'est que les kinés prennent ce rôle de réathlétisation, tout simplement parce qu'ils ont quelques notions. Il y a beaucoup de kinés actuellement maintenant qui sont des sortes d'écoles de kinés et qui vont faire quelques diplômes en plus sur la préparation physique. Et surtout chez les amateurs. Pourquoi? Parce que les amateurs n'ont pas les moyens d'avoir un coach à côté, un préparateur physique à côté lié ou spécifique à la réathlétisation, parce que ça coûte cher. Donc, le kiné prend ce rôle-là. Moi, ça ne me dérange pas du tout, du moment que c'est fait, que les compétences sont là, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais on a deux versants. La réathlétisation, normalement, dans les textes, pour un métier qui n'existe pas, je rappelle un mot qui n'existe pas, c'est la préparation physique, c'est le préparateur physique, et d'un côté, la rééducation, qui est le kiné, mais ça peut s'embriquer. Le kiné peut faire de la réathlétisation. Par contre, je ne ferai moi-même pas de la rééducation, ce n'est pas mon domaine. Je ne rentre pas chez eux, je laisse la spécialité aux spécialistes. Donc, si on a la chance d'avoir les deux, c'est que le kiné nous permette d'établir les possibles fonctionnels. C'est ce que je vous disais, je peux courir, je peux marcher, je peux sauter. Ok, à partir de là, il nous donne ces possibilités fonctionnelles. Le préparateur physique peut aller sur cette démarche. J'ai l'autorisation de te faire courir par le kiné, on va commencer à courir. C'est juste des liens ensemble pour permettre de savoir et de faire comprendre aux sportifs où ils se situent. C'est aussi un lien entre les deux, c'est de définir les exigences spécifiques et les limites pour les cibles. Ok, tu peux faire ça, il faut que tu arrives là. Le kiné, voilà, il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Par exemple, un déficit de force aux ischios. Mais tu n'as pas le droit de faire ça, 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 ça. Donc, il faut que tu en arrives à ici, mais tu n'as pas le droit de faire certaines choses. Donc là, c'est vraiment, comme je l'ai dit, un lien qui va être primordial avec le kiné, une entente importante avec le kiné et avec le sportif pour ne pas rechuter. Donc, si je prends en gros, on a le déconditionnement ou le désentraînement lié à la blessure, c'est les risques d'une blessure. On va avoir du déconditionnement, des entraînements du côté neuromoteur, du côté énergétique, du côté musculaire, du côté central, du côté technique et du côté mental. Donc ça, c'est tous les risques, tous les aspects où peut y avoir un déconditionnement, un désentraînement de la part de l'athlète. Donc il va falloir les reprendre un par un et rétablir
un entraînement sur tous ces aspects-là. Et pour ça, il faut des compétences. C'est pour ça que je disais, il y a beaucoup maintenant de kinés qui vont se former sur la préparation physique parce que, alors, sur l'anatomie et la physiologie, ils ont des compétences. Ça, c'est obligatoire pour comprendre l'activité et comprendre comment fonctionne le corps. Il va falloir des connaissances sur les pathologies. Quand j'ai une telle pathologie, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire? Il va falloir une connaissance des activités physiques et sportives et de leur biomécanique, par exemple. Il va falloir des compétences sur de la préparation physique et en lien avec la quantification et l'adaptation de l'entraînement. C'est-à-dire que, et c'est là que les kinés s'enrichissent de plus en plus actuellement sur cet aspect-là, parce qu'ils ont toutes les connaissances sur ce qu'il y a avant et ils vont chercher des connaissances sur la planification de l'entraînement, la quantification de l'entraînement, pour pouvoir établir des protocoles de reprise et de réathlétisation cohérents. Mais ça, pour faire de la réathlétisation, ces 5 points sont obligatoires. L'anatomie, la biomécanique, les pathologies et les connaissances sur la préparation physique avec la quantification et l'adaptation de l'entraînement. Donc, on va devoir analyser le sportif. Si on a ces compétences-là, on a des capacités d'analyse du sportif. Et pour ça, déjà, il va falloir comprendre qui est le sportif, qui il est, quel âge il a, quel sport il fait, comment il vit, comment. C'est vraiment établir une cartographie de l'athlète. C'est pas juste quelqu'un qui s'est blessé, par exemple au genou. C'est nom, prénom, âge, poids. Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, comment il est. C'est pas juste une blessure, c'est vraiment un sportif, un être humain qu'il va falloir replacer dans son contexte. Pour le replacer dans son contexte, on va aussi parler de son niveau. On ne va pas avoir les mêmes contraintes et les mêmes urgences si c'est un niveau expert, haut niveau, ou un niveau amateur, voire santé. Ces objectifs, il va falloir être primordial là-dessus. Pourquoi? Parce que certains vont avoir des objectifs à court, moyen et long terme complètement différents. Il y en a, ça va être de reprendre le plus rapidement possible. D'autres, vous allez discuter avec eux, ça va être juste de courir. Ils ne vont pas vouloir reprendre leur activité derrière, mais juste de recourir normalement. Donc voilà, c'est de déterminer les objectifs à court, moyen et long terme pour pouvoir un chemin de bataille avec l'athlète, garder sa motivation et permettre une continuité dans la réathlétisation. Ensuite, une fois qu'on a réussi à englober le profil de l'athlète en lui-même avec ses objectifs, ses motivations et tout ce qui le concerne, on va essayer d'analyser la blessure. Pour ça, on va donc les caractéristiques de la blessure. Qu'est-ce que c'est? Tendinopathie, lésions musculaires, rupture, fracture. On va essayer d'avoir un maximum de données là-dessus. Ensuite, le contexte. Le contexte va devenir primordial. Un coup, pas un coup, une torsion, pas de torsion, une accélération, un changement de direction. Tout ça va être primordial de le noter pour tout ce qui est mental. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Ensuite, les antécédents. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 70% des blessures sont liées aux blessures précédentes. Donc, il va falloir comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant. Est-ce qu'il a été blessé? Est-ce qu'il n'a pas été blessé? S'il a été blessé, où ça? Peut-il y avoir des répercussions? Donc, essayer d'établir un lien de cause à effet des anciennes blessures par rapport à celles qu'on a à prendre en charge. Les habitudes de nutrition, de sommeil, de travail. Par exemple, l'exemple type en amateur, c'est je parle au niveau football, on a une personne, un garçon, une femme qui travaille par exemple dans tout ce qui est logistique, camion qui décharge, recharge, par exemple, actuellement en période de Noël, ou la descente d'un véhicule, surtout à certaines hauteurs d'un camion, par exemple, amène à avoir les ischios à travailler en excentrique. Donc, imaginez-vous à monter les escaliers si elle doit livrer, il ou elle doit livrer dans un appartement, et en plus de descendre, monter de son camion, de sa camionnette, on va avoir un travail excentrique sur toute l'ischio-jambier toute la journée. On peut donc s'attendre, s'il y a une blessure à l'ischio, que ça soit dû à ça. Donc, il va falloir comprendre et connaître ses habitudes de travail à la maison pour essayer de déterminer d'où ça peut venir.
Et pour comprendre aussi la blessure, si elle a lieu dans l'activité, il va falloir comprendre les facteurs. Et on va déterminer deux types de facteurs, les facteurs extrinsèques et les facteurs intrinsèques, qu'on va beaucoup parler dans la prévention de blessures. Mais là, ça peut nous permettre de déterminer pourquoi il y a une blessure. Le premier, c'est les facteurs extrinsèques, le type de sport. Quel sport? Sport de contact, sport de non-contact, sport individuel, sport collectif. On va permettre de déterminer un profil de sportif. Le contexte, qu'est-ce que c'est? On voit un joueur de NBA, par exemple, ou même de hockey à Caen, qui sont capables de jouer tous les 3-4 jours. C'est un volume de match important. Ou combien d'entraînements tu as eu, combien tu es passé de 2 entraînements à 6. Voilà, les terrains, on est passé d'un entraînement uniquement sur synthétique, on est passé sur herbe ou vice-versa. Donc, on va essayer de comprendre le contexte sportif au moment de la blessure. Les conditions climatiques. En Normandie, on sait si on a des sports extérieurs, on est sur des terrains qui deviennent gras rapidement avec les conditions climatiques. On passe souvent d'un terrain très sec en août à un mois après, un terrain très boueux. Donc, il y a eu des compensations, des choses qui se sont passées au niveau du corps. Donc, il va falloir essayer de déterminer si c'est ça ou non. Le temps de jeu de l'athlète va être important. Oui, je suis un sportif qui jouait que 20 minutes tous les week-ends. Et d'un week-end sur l'autre, je me suis retrouvé à jouer 90 minutes d'un coup. Et c'est peut-être ça qui a déclenché quelque chose. L'entraînement et le temps de jeu, augmentation de la charge d'un coup, ça ne peut pas avoir provoqué la blessure? Le non-respect du règlement sportif, j'ai pris un tacle, j'ai pris une faute. Là, je n'y peux rien, c'est un facteur extrinsèque. Les conditions matérielles inadaptées, mauvaises chaussures, mauvais protège-tibia, toutes ces petites choses-là, tout ce qui peut emmener dans tous les autres sports, c'est le matériel n'était pas adapté. Les programmes d'entraînement inadaptés, essayer de déterminer les programmes des dernières semaines pour voir s'il y a eu un défaut dans la programmation et dans la planification qui a amené une contrainte trop importante et donc un risque de blessure. Et là où on ne pourra rien y faire, c'est le choix de l'entraîneur inapproprié, un poste, une condition d'entraînement, une condition de match. Voilà, ça rentre dans les facteurs extrinsèques qu'on peut voir. Et une négligence dans le suivi médical. Et là, on revient sur les 70% de retour de rechute suite à une blessure. C'est on a voulu reprendre trop vite, on n'a pas fait ce qu'il faut, on s'est trompé dans le diagnostic. Et là, on peut retourner sur un retour de blessure. On rechute sur la blessure. Nous avons les facteurs intrinsèques. Donc là, qui sont liés aux sportifs. Et donc là, on cherche encore à le comprendre. C'est les paramètres anthropométriques, le sexe, l'âge, l'IMC, la masse graisseuse. L'IMC, oui et non, parce que sinon, Teddy Riner serait considéré comme en surpoids, en obésité morbide, alors qu'il n'y est pas du tout. Je zappe l'IMC, mais le sexe, l'âge, la masse graisseuse sont à prendre en compte. L'exemple tout bête, c'est qu'une femme a plus de chances de se faire des ligaments croisés qu'un homme. Pourquoi? Par leur capacité à avoir des enfants, leur bassin est légèrement plus large, donc l'angulation du fémur par rapport au genou est un peu plus important par rapport aux genoux et par rapport aux hommes, ce qui fait qu'ils ont un certain valgus naturel qui amène à une augmentation des blessures au niveau des genoux. Donc, pareil, c'est quelque chose à prendre en charge. Les antécédents traumatiques, l'historique des blessures, j'en parlais tout à l'heure. Une technique gestuelle inappropriée, un mauvais geste. J'ai fait une frappe dans cette position, j'ai fait un shoot dans cette position, j'ai frappé la balle dans cette position. Ça fait des années que je fais comme ça, mais ça m'amène à des pathologies comme les tendinopathies ou autres. Donc, il va falloir que je règle ça. Les troubles prophylactiques, les déséquilibres musculaires, agonistes, antagonistes, les asymétries, les pieds plats, tout ce qu'on peut retrouver en termes de prophylaxie peuvent être des causes de blessures. Un niveau de condition physique insuffisant,
On parle de l'athlète non entraîné ou pas assez. Et là, on peut encore se poser la question de est-ce que l'athlète est assez athlétisé? Un état de fatigue transitoire, un manque de sommeil, un stress, où là, on rentre dans un système de début de surentraînement. Et l'entraînement invisible, qui sont les facteurs intrinsèques, qui va être le sommeil, l'hydratation, la nutrition, qui peuvent être des causes de blessures. Tous ces facteurs, qui soient intrinsèques ou extrinsèques, certains sont modifiables et certains sont non modifiables. Et c'est pour ça qu'il va falloir aller chercher les modifiables et voir là où peut y avoir eu des impacts qui ont causé la blessure pour améliorer les choses et diminuer le risque de rechute. Ensuite, une fois qu'on a fait l'analyse de la blessure, on va aller sur l'analyse de l'activité. Donc, l'analyse de l'activité, on va aller voir les contraintes biomécaniques, comment ça fonctionne, sur quel mouvement il y a le plus possible, voilà, par exemple, ou quelle contrainte peut amener ce sport en termes biomécaniques. On va aller voir le terme énergétique. Qu'est-ce que j'ai besoin en termes énergétiques pour ce sport et les spécificités de ce sport. Ensuite, on va aller chercher des tests pour essayer de nous aiguiller sur la blessure, sur les différentes compensations, les forces et les faiblesses de l'athlète pour pouvoir déterminer un axe de travail. Donc, on va essayer de recueillir des données. Et pour ça, par exemple, on va s'appuyer sur des tests fonctionnels qui peuvent être très intéressants. Alors, il y en a des multitudes. Hein. Je ne vous les ai pas mis tous. Je vous ai mis ceux que je me sers. À vous de vous en servir ou non. Mais moi, je les trouve intéressants. Par exemple, le premier, c'est l'YBT, l'Y Balance Test, qui va nous permettre de déterminer la capacité d'équilibre unipodal d'un athlète et voir s'il y a des dissymétries sur différents mouvements du corps, entre la droite et la gauche, par exemple, des dissymétries de souplesse entre la droite et la gauche. Là, l'exemple que je vous montre, c'est donc le but, c'est d'aller pousser la plateforme le plus loin possible. Alors, je vous ai mis une vidéo qui est faussée. Pourquoi? Parce que l'athlète, normalement, doit avoir les mains au niveau des hanches et ne pas se servir de ses bras pour s'équilibrer. Et malgré ça, on voit quand même qu'il a quelques soucis d'équilibre par rapport à ça. Et qui va me permettre de déterminer. Et là, par exemple, alors ce n'est pas ces données, mais vous avez un exemple de différence sur certains mouvements, droite-gauche, de 2,70% en antérieur, c'est-à-dire quand l'athlète va chercher vers l'avant. Et on estime dans ces tests que si on se rapproche des 10%, il y a un gros risque de blessure. Je me sers déjà que de ça parce que c'est déjà suffisant. Ensuite, il y a d'autres systèmes avec l'Y Balance Test où on peut aller chercher par rapport à la longueur des membres. Si l'athlète ne va pas chercher une certaine distance selon la longueur de ses membres, c'est-à-dire là de sa jambe, s'il n'atteint pas 95% de sa longueur de jambe, on peut estimer qu'il y a le risque de blessure est multiplié par 5. Pardon. Donc voilà, ça c'est un premier test, c'est de savoir par exemple où il en est après sa blessure, voir s'il y a des déficits quelque part, des compensations ou des déséquilibres. Le deuxième, c'est le test FMS, j'en avais parlé la semaine dernière, qui est un test fonctionnel pour permettre de déterminer les compensations, les déséquilibres de l'athlète, ses faiblesses ou ses forces, selon 7 mouvements fonctionnels type. Ces 7 mouvements sont notés sur 3 et qui va donner un total sur 21. Il faut savoir que ces tests sont très utilisés, par exemple, en NBA, en NFL ou en NHL, pour les drafts, où les drafts, c'est où les jeunes joueurs sont pris pour aller dans les différentes équipes. Et aux États-Unis, si l'athlète n'a pas 18 sur 21, il n'est pas drafté. C'est-à-dire que les firmes, c'est-à-dire que les entreprises là-bas qui vont drafter les jeunes ne vont pas mettre de l'argent
sur des athlètes qui ont des risques de blessure. Alors, la littérature dit qu'il faut avoir en dessous de 15. Si votre chiffre, le score est en dessous de 15 sur 21, vous avez de gros risques de blessure. Et aux États-Unis, il y a de l'argent qui rentre en compte, et l'économie. Donc, ils ont déterminé un plafond à 18. Donc, par exemple, si on se prend le squat profond, là, mon athlète, il y a quelques défauts. On voit déjà un léger valgus qui apparaît. On a une flexion du buste sur les hanches qui apparaît. Donc, la barre ne se retrouve pas au niveau du centre de gravité, mais descend vers l'avant. Il y a des compensations quelque part. Sur ce test-là, on va pouvoir voir s'il y a des compensations cheville, hanche ou bassin. Donc, c'est qu'un exemple, mais ça peut déterminer déjà des petits problèmes de souplesse ou de mobilité. Sur le deuxième, on est sur une fente avant, et c'est pour déterminer l'équilibre, mais aussi les différentes souplesses, donc soit de cheville, soit de bassin, soit de hanche, par exemple. Et là, on voit qu'il n'est pas trop mal, il n'y a pas trop de compensation de ce côté-là. Et des fois, vous verrez même qu'il y a 2 niveaux à droite et à gauche. Il peut être très bon à droite et moins bon à gauche. Donc ça peut, pareil, compensation d'un côté par rapport à l'autre. Il va falloir déterminer là où il faut aller travailler. Et le dernier, qui est un passage de haie tout simple par-dessus une haie, tout simplement avec bâton. Et là, on se rend compte que mon athlète a déjà une difficulté à ne pas regarder la haie. Il est obligé de la regarder, donc un problème d'équilibre. Et en plus, on s'aperçoit que au tout début, il a une ouverture de hanche importante, alors qu'il devrait passer la haie dans l'axe. C'est une des obligations dans ce test, c'est de passer le genou dans l'axe par rapport au corps. Et on voit bien qu'il a une petite compensation, une du bassin et deux de la hanche qui s'ouvre, ce qui amène, on pourrait déterminer un déficit au niveau de la chaîne externe par rapport à la chaîne interne, donc c'est-à-dire fessier, plus fort que les adducteurs. C'est juste des aides. Avec d'autres tests, on peut aller plus loin, mais c'est juste des regards et nous permettre de déterminer, OK, il a ça, ça pourrait expliquer sa blessure. Ensuite, on a les tests isocinétiques qui peuvent être liés soit aux blessures musculaires quadri-ischio pour déterminer s'il y a des déficits agonistes-antagonistes ou tout ce qui est ligament croisé. Le test isocinétique, il demande quoi? C'est 3 mouvements. Une en contraction à vitesse lente au niveau concentrique quadriceps ischio-jambier. Un deuxième test au niveau excentrique uniquement ischio-jambier. Et un troisième test explosif concentrique sur le quadriceps et l'ischio-jambier. La littérature dit que 15% de différence entre les deux jambes, en concentrique vitesse lente, on a une augmentation de 3 fois le risque de blessure. Là, l'exemple sur le petit résultat, c'est qu'il y a 27% de différence entre la jambe droite et la jambe gauche, et donc ce qui amène à un gros risque de blessure. La jambe droite est trop faible par rapport à la jambe gauche au niveau des quadriceps. Le deuxième chiffre, c'est l'ischio-jambier. Et on se rend compte que c'est assez équilibré entre les jambes droites et jambes gauches, sauf que le ratio agoniste-antagoniste n'est pas assez élevé sur la jambe gauche. On voit le ratio ici, 70-47, n'est pas assez important. On estime qu'il faut avoisiner les 60 en ratio, et on voit bien que la 47, elle est trop faible. Donc c'est juste des petits infos qui va nous permettre d'orienter selon les blessures les besoins de l'athlète. Comment se passe je vous ai juste mis rapidement comment se passe un test. Donc là, la première vidéo, c'est du concentrique à vitesse lente où en fait je donne tout pendant 5 contractions ischio et 5 contractions quadri pour déterminer les petites courbes comme vous pouvez voir là. Donc à droite et à gauche. Ensuite, on a le côté explosif où là, on est sur d'aller le plus rapidement possible au niveau quadri-ischio. Et on a à côté là
l'excentrique où j'essaye de retenir la machine quand quand je suis en extension de la jambe. Donc là, on est uniquement sur l'excentrique ischio. Ensuite, on a des tests de récupération neuromusculaire qui pourraient s'avoisiner sur où j'en suis après l'opération. Alors, c'est surtout après une réathlétisation. C'est des tests qu'on va effectuer loin derrière pour voir si on a récupéré au niveau neuromusculaire de l'opération, si par exemple c'est au niveau des ligaments croisés. Donc, il existe plusieurs tests. C'est le saut en longueur unipodale, le temps de saut sur 6 mètres, à combien de vitesse je mets pour effectuer 6 mètres, le triple saut en unipodal et le triple saut croisé unipodal en longueur. Et il existe des références scientifiques qui nous permettent de déterminer si on peut reprendre derrière l'activité. Donc l'analyse, une fois qu'on a analysé tout ça, c'est simple, on a analysé le sportif, on a l'analyse de la blessure, on a l'analyse de l'activité, on a l'analyse des tests, où il peut en exister encore plein d'autres, c'est votre choix par rapport à ça. On doit déterminer une carte d'identité du sportif. Une fois qu'on a ça, on peut déterminer la programmation, la planification et où on doit aller avec le sportif, où sont ses faiblesses, où l'on doit travailler et l'amener à un meilleur niveau ou au même niveau, tout simplement. Donc, dans l'espace-temps, tout simplement, il faut rebaser les choses, c'est qu'on a la blessure, on a les soins, on a la rééducation, la réathlétisation, l'entraînement et la médaille d'or, parce que c'est ce qu'on recherche quand même un petit peu, ou la reprise de l'activité. Tout ça, toutes ces étapes sont combinatoires de façon simultanée, associative ou complémentaire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la réathlétisation ici se passe en 4e position qu'elle ne peut pas s'effectuer dès le départ. La réathlétisation a pour but aussi de diminuer tous les effets de désentraînement. Ce n'est pas parce qu'on est blessé à une jambe qu'on ne peut pas travailler le haut du corps. Et là, on le voit trop dans nos sports et surtout sports amateurs. Un joueur blessé, on ne le revoit plus pendant 2 semaines. Alors qu'un joueur blessé, l'objectif, ça serait qu'il continue à venir et qu'on travaille sur autre chose. On isole sa blessure. On ne va pas chercher des choses sur sa blessure, mais on va travailler sur l'ensemble du corps. Soit l'autre côté, soit le haut du corps, par exemple, si c'est le bas du corps, ou inversement. Donc, les axes de travail. On va devoir restabiliser l'athlète. On va devoir le réactiver. On retrouve un peu les mots de la semaine dernière sur le réentraînement. On va le retonifier, on va le réoxygéner, le reconfigurer. On va le réentraîner au fur et à mesure. On va travailler sur la réathlétisation mentale, sur la reprogrammation neuromotrice. On va retravailler sur le travail énergétique. On va travailler sur le renforcement musculaire, sur la prophylaxie, sur la prévention de blessures. Ce n'est pas parce qu'il est blessé qu'on ne doit pas travailler sur la prévention de blessures. Et je reviendrai sur la conclusion là-dessus, qui est pour moi un point primordial. Sur la suivi des charges, sur le travail technique et sur le testing. En fait, par tout ça, on doit être l'œil directeur de l'athlète. C'est-à-dire qu'on doit être son œil, on doit être son soutien, on doit être celui qui, quand il nous regarde, il sait où il va. Par rapport à tous ces axes de travail, on doit le guider, on doit être vraiment, voilà, suis-moi, fais-moi confiance, on va travailler et on sait là où on va. Et donc, on va parler d'individualisation. Sur l'individualisation, on va se servir des travaux de Mathieu Chirac de l'INSEP qui va parler de l'arc, donc qui va être adapté, recentré et ciblé. Quand il parle d'adapter, c'est d'apprendre à connaître son sportif pour mieux adapter son travail. Donc, on est exactement sur le processus d'avant, c'est de définir une carte d'identité de l'athlète. Ensuite, on va le recentrer. Je m'explique, c'est qu'on va replacer le blessé dans son contexte sportif.
C'est tu t'es blessé à tel moment, tu as fait ça, tel sport. C'est vraiment le resituer dans son environnement, dans son, dans son sport tout simplement. Et pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, lui dire c'est un blessé. Non, c'est tu t'appelles Nana, tu es recentré, tu t'es blessé dans tel sport, tu as eu telle blessure. C'est de le prendre comme un individu et pas juste une blessure. Et ça va être de cibler. Et donc, ça va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'œil tout à l'heure, c'est de mettre de l'efficacité, de la pertinence. Nous sommes le repère du sportif. C'est primordial. On doit être son guide, tout simplement. Mais il faut être conscient que tout ça, une fois qu'on va démarrer, bah, ça va pas être un processus qui va être linéaire. D'après le livre de Mathieu Chirac, c'est un processus qui va être chaotique. Il va falloir être conscient qu'il va y avoir des moments de régression, des moments de stagnation, des moments de progression, soit forte, soit faible, mais que le processus, il n'est pas linéaire, il n'est pas croissant. Des fois ça va bien, des fois ça va pas, des fois ça va pas du tout, des fois ça va très bien. Donc il va falloir prendre ça en compte avec l'athlète. Et quand ça va bien, soit le freiner, soit de lui dire que c'est bien et qu'on va continuer à travailler et qu'il faut continuer dans cette optique-là. Mais quand ça va pas bien ou voir que ça stagne, le rassurer. C'est normal. Il n'y a pas d'inquiétude, c'est normal. Il faut y aller doucement. Il faut le rassurer. Comme je vous l'ai dit, on est son repère. Donc, si vous commencez à voir qu'il n'y a pas de progrès et que vous commencez à paniquer, tout de suite derrière, il va paniquer aussi, il ne va pas être rassuré et la stagnation peut devenir une régression. Les différents éléments d'intervention, on va en déterminer 5. La préparation physique adaptée, la réathlétisation mentale, la spécificité de la pathologie, la reprogrammation motrice et les déséquilibres et compensations. Le premier, les déséquilibres et compensations, c'est la lutte contre l'ensemble des mécanismes compensatoires. C'est l'inconscient du sportif blessé. Et là, le test FMS, par exemple, le test Y-balance test, les tests de force, les ratios agonistes-antagonistes, vont vous permettre de déterminer ces mécanismes compensatoires. Est-ce que je fonctionne correctement? Est-ce que je ne compense pas à ma course, je ne compense pas sur certains mouvements qui amènent à que un muscle est plus surutilisé que d'autres et donc qui amènent à la blessure? Ça, c'est des choses que souvent l'athlète n'a pas conscience. Il n'en se rend pas compte. Prenez un athlète, par exemple, qui s'est blessé au ligament croisé. Vous allez lui demander de recourir. Et au départ, en recourant, il va se rendre compte, il va boiter obligatoirement. Et au fur et à mesure qu'il va courir, son pattern de course va donc se changer, son schéma moteur de course va se changer et il va continuer à boiter, mais sauf que son corps va l'annuler complètement, pardon, son cerveau va l'annuler complètement. Ce qui fait que 2 ou 3 mois après, vous allez le voir, vous allez dire bah, tu boites et il va vous dire bah, non, je boite pas. Et sauf que vous allez le filmer, vous allez lui montrer et il va se dire bah, ah, si je boite, mais comment ça se fait? Ça se fait, c'est que ton corps a complètement squeezé ta boiterie. Et donc, maintenant, c'est devenu naturel. Donc, il va falloir retravailler là-dessus. Donc, on va être à la recherche d'une harmonie. Les objectifs, ça va être une lutte contre les compensations générant des déséquilibres musculaires, équilibrer les forces qui agissent au niveau du corps et quand donc, dès le début de la prise en charge de la réathlétisation, c'est des choses qui doivent être fixées et déterminées. Comment? Donc, en analysant la gestuelle du sportif, par exemple la course, et corrigeant tout ce qui est parasite. Les sources, donc les psychologiques, déjà les peurs, les doutes, on sait très bien que la boiterie peut être déclenchée par une peur de poser le pied, par exemple. Donc, on va essayer d'inhaler cette peur. Et les sources physiques aussi, donc l'exigence d'un geste, soulager une tension ou des compensations musculaires. À terme, ça va être de corriger les problèmes posturaux et des équilibres musculaires, voire les disharmonies musculaires. Et de limiter l'apparition des blessures.
Pour ça, il existe des ratios de force, alors qui sont décriés. Décriés un peu actuellement, où on se rend compte que est-ce que c'est important ou pas, mais ils ont le devoir d'exister et je pense qu'il faut s'en servir. Donc, par exemple, je vais en déterminer trois zones, par exemple au niveau pectoraux et dos. La force supérieure du dos par rapport aux pectoraux. Il est important que notre dos soit supérieur aux pectoraux. Dans la littérature, on détermine par exemple que si vous effectuez un développé couché à 100 kg, il faut que vous soyez capable de faire un tirage sous banc par exemple à 120 kg. C'est juste des données scientifiques. Encore une fois, ils ont le mérite d'exister, donc pourquoi pas s'en servir. Par exemple, au niveau abdo-lombaire, on s'est aperçu que les lombaires doivent être supérieurs ou égales selon les tests, selon certains tests, au niveau de la force. Il existe deux tests qu'on retrouve beaucoup, c'est le Shirado et le Sorensen, qui sont deux tests de gainage, de mouvement en isométrie, qui permettent de déterminer la force des grands droits et la force des lombaires. Normalement, sur ces deux tests, ça doit être égal. C'est-à-dire que si vous tenez 100 secondes en Shirado, vous devez tenir 100 secondes en Sorensen. Et on l'a vu tout à l'heure par rapport au test isocinétique, on a un travail d'ischio-quadriceps agoniste-antagoniste où la force des ischios optimale, on va dire, et ça c'est vraiment dans la littérature, mais j'en ai très peu vu, la force des ischios doit être égale à celui des quadriceps à 20%. Donc ça veut dire du 80. Pour 80, si vous êtes capable de soulever 100 newtons au test ISO, vous devez être capable de faire 80 au niveau des ischios. On se rend compte que beaucoup d'études sont venues. Déjà, si on dépasse les 60%, c'est déjà très bien. Alors, je ne vais pas en parler parce que je ne suis pas spécialiste, mais je sais que je vais m'y pencher dans les années à venir. La posturologie, les postures devient très important en termes de prévention de blessures et de rechute de blessures pour travailler sur les compensations, sur les différentes formes de posture et là où peut y avoir des asymétries. Par la posturo, le peu que je sais actuellement, c'est que beaucoup de travail serait effectué au niveau des pieds, où c'est quand même la première chose qui touche le sol chez nous, mais aussi des yeux, c'est-à-dire l'appareil oculaire qui a des grosses forces de compensation sur tout le reste du corps. C'est-à-dire que si vous avez les muscles oculaires qui fonctionnent mal, il peut s'avouer que vous avez une position du corps qui va s'adapter par rapport à ça. Donc, je ne suis pas encore spécialiste, voire pas du tout, mais je sais que je vais m'y attacher de plus en plus parce que, comme pour la réathlétisation, ça ouvre plusieurs tiroirs, d'autres tiroirs pour aller corriger certaines choses et comprendre certaines blessures. Grâce à tout ça, grâce aux déséquilibres et compensations, donc Oscar Wilde disait, être bon, c'est être en harmonie avec soi-même, la discorde, c'est être forcé à être en harmonie avec les autres. Donc je dis, les ratios ont des mérites d'exister. Par contre, il existe plusieurs choix par rapport à ça. Donc il existe surtout deux choix. Le premier choix, c'est de rééquilibrer l'athlète. Il n'a pas les bons ratios. Qu'est-ce que je fais? Je le rééquilibre. Le deuxième choix, c'est il n'a pas les bons ratios, mais je le renforce. Et qu'est-ce qui va déterminer ce choix? C'est la carte d'identité, c'est l'âge. J'ai un athlète à 20 ans, il s'est blessé, il n'arrête pas de se blesser. Comment sont ses ratios? Ils ne sont pas bons. Je vais peut-être chercher à le rééquilibrer. Par contre, j'ai Tiger Woods à côté. J'aime bien, je le prends toujours en exemple. J'ai Tiger Woods à côté qui a 35 ans, il s'est jamais blessé de sa carrière, il se blesse une fois de sa vie. Et c'est un sport complètement unilatéral. Et je me rends compte que, par exemple, il a des compensations de fou et un déséquilibre musculaire de fou. Mais il s'est blessé une fois, il est en fin de carrière. Est-ce que je vais m'amuser à le rééquilibrer alors qu'il y a des gros risques que je le blesse encore plus? Ben non, je vais peut-être chercher à le renforcer. C'est-à-dire que oui, je vais maintenir son déséquilibre, mais ce déséquilibre-là, je vais le renforcer. C'est-à-dire que je vais augmenter la force en gardant l'écart pour éviter la blessure. Donc, c'est deux choix possibles, à vous de voir. C'est selon, comme je l'ai dit, la carte d'identité. Selon la carte d'identité de l'athlète,
Vous allez prendre l'un ou l'autre des choix. Quentin, j'ai presque plus de batterie sur mon téléphone, donc je vais devoir. Est-ce que vous m'entendez toujours? Ouais, on t'entend. Ouais. Ouais, c'est tout. Ok, super. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en parallèle. N'hésitez pas à couper. Je reprends. Vous voyez toujours mon écran? Super. Ouais, c'est bon. Maintenant, on a la reprogrammation motrice. Ça, c'est ce qui va être important. C'est la stratégie de reconstruction moteur du sportif. Le processus est avant tout un réapprentissage des éléments de base de la motricité pour tendre vers la spécificité de l'activité. C'est exactement le cas de ce que je disais tout à l'heure. J'ai été opéré d'une jambe, j'ai perdu mes fonctions de marche, j'ai perdu mes fonctions de course. Mon schéma de moteur de course a été désagrégé ou désorganisé. Il va falloir que je reconstruise une course correcte. Et pour ça, on va passer par le réapprentissage. Donc, l'objectif, c'est de rendre au sportif son bagage moteur, c'est d'améliorer ou affiner la réponse motrice globale. Dès le début de la prise en charge de la réathlétisation, en fait, c'est dès qu'on va retravailler là-dessus, c'est qu'on va limiter les pertes. Donc, plus vite ça sera pris en charge, mieux ça sera. Comment? D'une motricité simple à une motricité complexe. Donc, quand je dis la marche, je vais même plus loin, c'est de la pose du pied. Ça pourrait être même encore plus loin si on va dans le développement de l'enfant. Ça peut être le ramper, ça peut être le quatre pattes, ça peut être tous ces petits mouvements-là de motricité simple, de motricité primaire qui vont permettre de réaffiner la motricité de la tête. Et en prenant en compte les pertes motrices dues à la blessure. Donc ça, va falloir le prendre en compte. Est-ce que dès le départ, je travaille là-dessus ou j'attends, de toute façon, on en reparlera tout à l'heure, mais ça fait partie des critères, c'est que j'attends que l'articulation ou la blessure soit saine pour pouvoir retravailler dessus. Les moyens, donc on va avoir de la réathlétisation proprioceptive, la coordination, et on va déterminer les profils moteurs. Pour ça, donc, on va essayer de jouer sur différents aspects. Déjà, l'œil, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui va être des exercices à prédominance de la vue. On va avoir l'oreille, prédominance des informations auditives. Le toucher, prédominance du contact. Le rythmé, qui va être la cadence avec laquelle effectuer l'action. C'est tous les axes où on peut jouer en fait sur les exercices. Le cérébral, c'est intégré dans un processus de logique. Le stressé, égocentré, difficulté avec les simulations extérieures. J'en reparlerai tout à l'heure par rapport au mental, mais le stressé est très important dans un cas. On verra ça tout à l'heure. Et la technique, c'est remettre la technique au profit de la motricité. Donc, c'est reprendre chaque petit bloc et vous pouvez avoir un axe de variables sur un atelier avec chaque petit truc. C'est-à-dire qu'on peut, sur un atelier, travailler l'œil, puis on le change complètement, on va aller travailler l'oreille, c'est-à-dire l'ouïe, puis le toucher, puis on va changer le rythme de tout ça, puis on va intégrer des choses de réflexion par le cérébral, puis on va intégrer un élément extérieur, puis on va réintégrer la technique. Donc, ces différentes étapes, on en a parlé plus ou moins, mais on va avoir la motricité simple, puis la motricité complexe, pour ensuite associer ce qui peut se passer en haut et le bas du corps, donc la dissociation segmentaire haut et bas du corps par exemple. Le rapport VAC, c'est le visuel auditif kinesthésique qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire on a un exercice où on va intégrer l'œil, on va intégrer le toucher, on va intégrer l'auditif. Ensuite, le rythmique, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure sur la rythmicité des choses, augmenter ou pas l'activité, la vitesse de l'action. La transition, c'est de savoir gérer plusieurs choses en même temps. Donc là, on va être sur l'aspect cérébral.
c'est l'enchaînement ou gérer plusieurs choses en même temps. C'est je vais faire un mouvement, puis j'enchaîne avec un autre, puis j'enchaîne avec un autre, et pas dès la première étape tout faire en même temps. C'est que non, on dissocie bien les choses. Et l'environnement perturbateur qui va être qu'est-ce qui me fait peur? Et là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Les caractéristiques de la blessure vont devenir très importantes. Et si c'est quelqu'un qui a provoqué la blessure ou si je me la suis fait tout seul. Mais j'approfondis tout à l'heure sur l'aspect mental. Et intégrer la technique du sport par rapport à tout ça. Ensuite, on a la spécificité de la pathologie. Donc, c'est l'ensemble des actions rééducatives recentrées sur le contexte spécifique de l'activité et du pratiquant. Donc les objectifs, c'est de la rééducation analytique vers du spécifique, c'est qu'on va rééduquer l'athlète pour arriver à son activité. On va passer donc du médical vers le sportif, du kiné vers le préparateur physique. Cette période-là, elle doit accompagner la rééducation doit être la suite d'un travail analytique. Comment? Par l'intégration de la mécanique sportive de la discipline. Je m'explique le badiste. Par exemple, 80% des mouvements en bad d'un badiste, c'est les fentes, que ce soit les fentes côté, les fentes avant. Donc, dans la rééducation, dans le travail analytique, la spécificité du bad, c'est les fentes en mouvement. Donc, dans l'analytique, on va aller travailler les fentes pour réadapter, réentraîner ce mouvement par rapport aux spécificités de l'activité. D'après le travail d'un ancien de mes étudiants qui est maintenant à Lyon, qui a fait tout un petit tableau sur les blessures. Donc, si par exemple on a une fracture, la phase 0, c'est le travail des os non lésés. On va travailler en contralatéral, c'est-à-dire qu'on va limiter la désadaptation de la commande nerveuse en entraînant le côté opposé. Je suis blessé à la jambe gauche, je vais quand même continuer à travailler la jambe droite, même si je ne peux pas la jambe gauche. Pourquoi? Parce que je vais continuer à travailler mon cerveau vers la zone dont j'ai besoin, et que quand on va revenir à la jambe lésée, ça va être plus facile. Plutôt que de sectionner haut et bas du corps, on va continuer à travailler d'un côté pour continuer à travailler les chemins nerveux liés à l'entraînement. Ensuite, on a l'entraînement par imagination, donc limité à des adaptations de la commande nerveuse. C'est que, en termes muscu, je peux travailler le côté non lésé. En termes muscu, je ne peux pas travailler le lésé, donc je vais aller travailler sur l'imagerie mentale. Et pour ça, il existe des méthodes tout simples en préparation mentale, qui est de travailler en imaginant, en s'effectuant un geste. Par exemple, moi, quand j'ai une athlétisation à faire, j'aime bien, c'est en fin de séance, laisser 4-5 minutes à l'athlète aller sur l'endroit où il fait son sport, ça peut être le stade, le terrain ou autre, et le laisser marcher dans l'espace du terrain pour s'imaginer à faire des mouvements et pour continuer à travailler sur la commande nerveuse, même si elle n'est qu'imaginative. On sait que l'imagerie mentale amène une amélioration des performances jusqu'à 10%, donc c'est très intéressant de travailler en imagerie mentale. Maintenant, il y a même des méthodes qui deviennent intéressantes, c'est de travailler en miroir. Alors ça se fait énormément pour la santé, mais c'est-à-dire que vous mettez un miroir du côté de la jambe lésée qui reflète la jambe qui est non lésée, et quand elle travaille la jambe non lésée, le cerveau croit et se ment à lui-même en fait en pensant que sa jambe lésée travaille, mais en fait elle ne travaille pas. Et donc ça permet aussi de ne pas perdre dans les commandes nerveuses. La phase numéro 2, selon les types de blessures, fractures, entorses et musculaires et tendinites, on va avoir différents travaux. Donc le renforcement musculaire de la zone lésée si c'est une fracture, renforcement des muscles mis en jeu dans la stabilité de l'articulation si c'est une entorse,
renforcement musculaire du muscle lésé si c'est une lésion musculaire, et rétablir le rapport entre deux groupes musculaires si c'est une tendinite. Au niveau de la phase 2, phase 3, phase 4, donc là on est sur des types un peu équivalents, mais si c'est une fracture, on va avoir renforcement musculaire et tendineux, comme quand c'est une entorse. Si c'est musculaire, on va avoir un renforcement du groupe total musculaire et de son antagoniste. Et si c'est une tendinite, on va pouvoir aller travailler sur libérer les tensions par renforcement et par des travails de souplesse. Au niveau de la phase 5, on va pouvoir continuer et on va pouvoir commencer à travailler sur de la vitesse, la force et de la pliométrie, par exemple. Au niveau de la préparation physique adaptée, et c'est là que c'est très important les étapes. On va avoir un développement et entretien de l'ensemble des qualités athlétiques générales et spécifiques à la discipline en respectant la je me suis complètement... non, je ne vais pas l'avoir. Désolé, on passe à la suite parce que j'ai mon cerveau qui a bugué. Donc, les objectifs. Ça va être de conserver le processus d'entraînement et de performance. Ça va être d'optimiser le développement et l'entretien des qualités physiques. Quand? Dès le lendemain de l'accident ou de l'opération. C'est-à-dire que dès qu'on a eu une blessure, je le disais tout à l'heure, souvent en amateur, on ne voit plus l'athlète pendant 2 ou 3 semaines, alors que dès le lendemain, on pourrait travailler sur autre chose que sa zone lésée. Comment? Donc, on va isoler la pathologie. C'est bon, c'est revenu, le cerveau s'est mis à l'endroit. Et on va être conscient des liens anatomiques, c'est-à-dire attention à ne pas travailler une zone, même si ce n'est pas la zone lésée, mais que la zone lésée n'ait pas un impact sur la zone qu'on travaille. C'est ce qu'on appelle le système de chaîne musculaire. Donc pour ça, il va falloir comprendre comment ça se passe. Et pour comprendre, il faut avoir en tête que le corps s'adapte dans la mesure où le stress appliqué n'est pas plus grand que sa capacité d'adaptation. J'ai connu cette courbe il n'y a pas si longtemps grâce à un kiné de camp Kinésport, Nicolas Lanos, qui m'a expliqué qu'en réentraînement, en réathlétisation, ou même chez le kiné, il devait déterminer une zone de stress. Et qu'il faut déterminer cette zone, donc vous voyez entre la verte et la rouge, qui est une zone d'adaptation, mais de bonne adaptation. C'est-à-dire que chaque séance doit se terminer dans cette zone-là pour avoir une adaptation et une amélioration des capacités. Si elle est trop faible, on va être dans une zone de repos, il n'y aura aucun stress, donc aucune adaptation. Si elle est trop forte, on va dépasser la capacité maximale d'adaptation et ce qui va produire, est-ce qu'il faut les 3 règles de la douleur en réathlétisation, qui va produire par la suite soit des douleurs pendant l'activité, pendant la séance, soit des douleurs 1 heure après la séance, et c'est ce qui ne doit jamais arriver, soit des douleurs 1 jour après la séance, des raideurs matinales par exemple, et c'est ce qui ne doit jamais arriver. Donc l'objectif d'une séance, c'est d'arriver dans cette zone entre le stress max et le stress minimum pour qu'il y ait des adaptations et une amélioration au fur et à mesure du temps. Donc, il va falloir être progressif. Et pour ça, par exemple, au niveau des points éducatifs, on va avoir la rééducation de la marche, on va avoir la rééducation de la course, on va avoir des déplacements dans l'axe pour arriver à des déplacements latéraux, pour une combinaison des deux, et un travail de souplesse. Donc là, si on prend les éducatifs, c'est tout un processus où on va amener étape par étape. La marche, la course, l'axe, les déplacements latéraux, des déplacements mixtes, et puis un travail de souplesse. Au niveau de la force, on va déjà avoir ce qu'on appelle un cycle d'adaptation qui peut être lié par rapport au gainage ou au core training. Ensuite, un travail d'isométrie que moi j'aime bien parce qu'on limite le mouvement et en limitant le mouvement, on limite les contraintes articulaires. Ensuite, on a de l'excentrique. Par exemple, j'ai appris il y a quelques temps que s'il n'y avait pas de douleur après une déchirure musculaire, par exemple, on pouvait dès 3 jours travailler en excentrique sur la zone lésée. Mais attention,
encore une fois, quand on parle d'excentrique pour certains, c'est 110, 120, 130% de la force. On peut faire de l'excentrique à des forces très faibles, 60%, 80%. Donc, c'est juste travailler sur un éloignement des points d'insertion musculaire. Mais c'est un très bon moyen de rééducation et de réhabilitation d'un muscle lésé, par exemple. Ensuite, on va aller sur de l'excentrique, puis on va rentrer dans le spécifique. Pour de l'endurance, par exemple, on va être sur de l'aérobie kappa, ensuite de l'aérobie puissance, puis de l'anaérobie capacité, de l'anaérobie puissance, et on va pouvoir rentrer dans les jeux. Ensuite, quand on atteint la dernière, c'est que dès qu'on a validé l'anaérobie puissance, on peut déterminer que la personne peut revenir sur le terrain. En termes de proprioception, on va avoir plusieurs étapes. On va commencer par la stabilité bipodale, par la stabilité unipodale, l'instabilité bipodale, puis ensuite l'instabilité unipodale. On voit bien que c'est des étapes au fur et à mesure des semaines qui vont devoir être validées ou non. Ensuite, le renforcement. Donc, débutant, intermédiaire et avancé, on est sur l'initiation, par exemple, à l'haltérophilie, puis travail sans charge, travail avec charge, puis travail à grosse charge, pardon, à charge max. Donc, on est vraiment dans ces optiques-là, c'est d'y aller progressivement. Au niveau de la coordination, eh ben, comme on l'a dit tout à l'heure pour les éducatifs, on va commencer par du travail en ligne droite, puis en changement de direction. COD, c'est Change of Direction, c'est en anglais. Désolé, je l'ai mis en anglais pour aller plus vite, mais c'est le changement de direction. Et ensuite, pour aller à de la coordination intégrée, donc spécifique à l'activité. Au niveau de la pliométrie, je l'ai divisé en deux. Pourquoi? Parce que je vois trop des athlètes qui sortent de blessures et qui vont sauter des haies de 60 cm. Ça, c'est interdit. Il faut savoir qu'il y a des étapes dans la pliométrie. Donc, déjà, il va falloir travailler du bipodal vers de l'unipodal. La certitude, je suis sûr de mes sauts, j'ai de la confiance en mes sauts en bipodal. Une fois que c'est validé, je passe à de l'unipodal en certitude. Puis, à un moment, je vais avoir une contrainte qui va m'amener de l'incertitude dans mes appuis. Donc, une incertitude bipodale tout d'abord, puis une incertitude unipodale. Ensuite, on va jouer sur la hauteur de la pliométrie. Et là, où j'en viens, c'est qu'on va commencer par de la plio basse. La plio basse, ça ne doit pas dépasser 20 à 30 cm. C'est vraiment très bas, c'est ce qui va se concerner à des mini-haies ou même un travail sur des lattes. C'est déjà bien suffisant. Ensuite, une fois que tout ça c'est validé, on va passer à des plios moyennes. La plio moyenne, ça va déterminer de 30 à 80 cm. Donc c'est déjà important. Et on va pouvoir intégrer, si on arrive à de la plio moyenne, on va pouvoir intégrer des sauts en contrebas. Et pour arriver par la suite à de la plio haute, qui va déterminer à des sauts tout simplement de plus de 80 cm. Mais il y a une règle à suivre, qu'on nous donnait nous à notre époque, c'est qu'on doit être capable de sauter, de ressauter ce qu'on a descendu ou ce qu'on a sauté. C'est-à-dire que si vous sautez 80 cm et que derrière l'enchaînement, vous êtes incapable de ressauter une haie à 80 cm, stop. Il y a des gros risques de blessure. On doit être capable de sauter ou de ressauter ce qu'on a descendu, ce qu'on a sauté tout simplement. En termes de vitesse, on va travailler sur de la vitesse à ligne droite, puis de la courte, puis de la réactivité, puis des changements de direction, puis pareil, du spécifique. Encore une fois, la vitesse, quand on parle de vitesse, ce n'est pas spécialement du sprint. Ça peut être déjà d'un travail de coordination, travail de pied, rythmicité des appuis, fréquence des appuis, fréquence amplitude. Mais on va d'abord travailler en ligne droite, puis des choses courtes, puis de la réactivité, les changements de direction et du spécifique. Et ensuite, pour le cas du foot, par exemple, ou autre, on va taper en termes techniques, on va venir sur des mouvements simples, par exemple au foot de la conduite, puis un travail de passe, pareil, en augmentant l'intensité, c'est-à-dire on va passer par des passes courtes, puis aller à des passes un peu plus longues, mais tant que les passes courtes ne sont pas validées, on ne va pas plus loin. Puis ensuite, sur vraiment du spécifique ou un enchaînement de mouvements liés à l'activité technique. Ce qu'il faut avoir en tête, alors ça c'est le programme de Stanic, mais pour moi le fond doit être le même pour
toutes les blessures. C'est-à-dire que nous, on a une blessure, on a une étape, vous transformez toutes les cases à vitesse lente, vitesse moyenne et vitesse rapide par étape 1, étape 2, étape 3, avec les différentes étapes que vous vous êtes fixées. C'est j'ai une étape, douleur, oui, je continue, non, je m'arrête. Pardon, non, j'ai une douleur, j'ai pas de douleur, je continue, oui, j'ai une douleur, je m'arrête, je reviens à l'étape d'avant. Et je ne valide pas une étape tant qu'il y a de la douleur. Et si cette douleur est chronique et devient trop importante ou revient toujours à la même étape ou au même endroit, on va consulter. On prend l'avis d'un médecin, on prend l'avis d'un kiné, mais on ne passe pas d'une étape à une autre avec de la douleur. C'est infaisable parce que s'il y a douleur sur une étape, obligatoirement, c'est qu'il y a une compensation quelque part où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement et vous avez un gros risque de rechute, soit de la blessure ou soit de déclencher une autre blessure. Et pour finir, la réathlétisation mentale. Donc là, on est sur le travail sur l'ensemble des processus psychomentaux. Et donc, à partir de quand l'objectif, c'est de lutter contre les inhibiteurs de performance, optimiser les ressources mentales, quand, dès le début de la prise en charge, il va falloir rassurer, il va falloir aider le sportif. Et comment, c'est inclure des objectifs psychomentaux par des objectifs à court, moyen et long terme, lui dire qu'il est capable de le faire, de lui dire qu'il est fier, qu'il est fort. Je rigole toujours avec cet aspect-là, mais vous prenez le film Rasta Rocket quand ils sont dans le bar des cow-boys et que Yul Brynner il dit au petit gringalet, tu te mets devant la glace et tu répètes cette phrase-là, et ben c'est exactement ça. Il faut lui dire qu'il est fier, il faut lui dire qu'il est fort, il faut lui dire qu'il va y arriver, qu'il est capable d'eux. Et plus on va le répéter, plus on va l'aider, plus on va le guider, plus il va être capable et il va dépasser ses peurs et ses peurs tout simplement. Il va falloir aussi élaborer une stratégie d'apprentissage. Donc, il va falloir déterminer le traumatisme. Le traumatisme, c'est comment ça s'est passé. On en est, tout à l'heure, je vous le disais, le sport, la personne qui s'est blessée sur un contact, on sait très bien que son inhibiteur, ça va être l'environnement extérieur. Je m'explique. Prenez une personne qui s'est blessée au genou, par exemple, suite à un contact. Vous le mettez sur un coussin de proprioception, vous allez vous apercevoir qu'il est capable de tenir très bien. Vous rapprochez à 2 mètres, son corps se met à bouger dans tous les sens. Pourquoi? Parce que l'aspect d'avoir quelqu'un proche de lui, obligatoirement, ça lui fait peur parce que ça lui rappelle sa blessure. Donc, il va falloir remettre le traumatisme dans son environnement et savoir le déterminer. Et derrière ça, vous allez pouvoir établir le désordre psychomental. Le psychomental, c'est l'environnement extérieur, dans ce cas-là. Ensuite, on va le reconstruire. C'est qu'on va établir un plan, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une programmation sur, voilà, ça tu es capable de le faire 100 personnes. Maintenant, on va se rapprocher tranquillement. Tu vas voir, tu vas être capable de le faire avec quelqu'un autour de toi, à 10 mètres, à 5 mètres, à 1 mètre, mais on va reconstruire obligatoirement, on va détruire une reconstruction de son environnement. On va le projeter, d'accord? C'est-à-dire qu'ensuite, quand on va arriver à la technique, on va être capable de projeter cet environnement-là et de le refaire revivre, et qu'on va même mentalement le refaire revivre pour qu'il l'accepte de plus en plus et qu'il le détermine. Souvent, dans ce cas-là, vous allez voir, c'est que au départ de la réathlétisation, la personne a complètement oublié sa blessure. Je ne sais plus comment ça s'est fait. Changement de direction, je ne suis pas sûr. Rotation, je ne suis pas sûr. J'ai pris un coup, mais je ne sais plus comment. Et au fur et à mesure de la réathlétisation, il va réintégrer des données environnementaux que vous n'aviez pas. Ah, mais en fait, il s'est passé ça juste avant, j'ai eu ça. Voilà, ça va vous permettre de resituer la blessure et de retravailler sur la réathlétisation. Et ensuite, grâce à tout ça, on va harmoniser tout simplement l'environnement et l'aspect mental de l'athlète pour lui dire, voilà, tu as eu ça, on va reconstruire, tu peux avoir confiance,
refais confiance à ton corps, refais confiance à tout ce qui se passe autour de toi et harmoniser son environnement pour qu'il retrouve une sérénité et une capacité de travail. Quand tout ça c'est fait, on va avoir des critères de reprise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la critère principal, c'est la douleur, la règle des 3 douleurs. C'est pas pendant, pas une heure après et pas le lendemain. Les signes physiques, s'il y a des inflammations, des fois ça peut arriver, vous ne comprenez pas pourquoi, ça fait 3 à 4 semaines que vous travaillez, il n'y a rien, puis tout d'un coup, pouf, inflammation, le genou qui gonfle, la cheville qui gonfle, vous ne comprenez pas pourquoi. On va consulter, on demande un avis et on essaie de déterminer ce qui a pu se passer. L'amplitude musculaire a été retrouvée. C'est important. On a retrouvé une souplesse, on a retrouvé une amplitude de mobilité musculaire ou d'articulaire qui est ce qu'on avait habituellement. Donc, on revient et c'est un signe pour permettre une critère de reprise. Le testing. Tous les tests que vous avez fait avant et les tests neuromoteurs qu'on a vus aussi vont vous permettre de savoir s'il a la capacité de reprendre. Les tests FMS, YBT, par exemple, peuvent déterminer s'il y a une amélioration dans les mouvements fonctionnels. J'étais à 14, il est à 17 sur 21, c'est une très bonne chose. Il va pouvoir reprendre le retour, reprendre l'entraînement. Test isocinétique, il avait un déficit de 30%, il n'en est plus qu'à 15%. Il y a encore du travail, mais on est sur de la bonne voie, il peut reprendre l'entraînement. On a limité les dégâts. Les signes dysfonctionnels, donc la marche en boiterie, les escaliers sont acquis, c'est-à-dire qu'il est capable de descendre et de monter les escaliers sans aucune douleur. On est capable, alors c'est pas 30 secondes pardon, mais on est capable de courir il est capable de courir plus de 30 minutes, où là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer à l'étape suivante, par exemple en endurance aérobie. Et il y a une récupération musculaire, déficit inférieur à 30%, moi je dirais même 20%, voire 15%, c'est plus sécuritaire. Les tests fonctionnels, on en a parlé tout à l'heure, donc saut en longueur unipodale, distance sur 10 mètres, triple saut, YPT, FMS, le GMC inventé par des Français pour le rugby, et le même système que FMS, mais un peu plus simple, c'est validé ou non validé, et ça va vous permettre d'établir s'il est à risque de blessure ou pas, ou de rechute ou pas. Le GMC, sur 4 ans, le test de GMC sur 4 ans a montré sur 4 Coupes du Monde des moins de 20 ans de suite. Le GMC a été passé à tous les joueurs et ils se sont aperçus que ceux qui avaient le plus bas score, c'était ceux qui s'étaient blessés durant la Coupe du Monde. Et ceux qui avaient atteint un certain nombre de points ne s'étaient jamais blessés durant les Coupes du Monde. Donc, on a vraiment une corrélation entre le résultat GMC et les blessures durant ces 4 Coupes du Monde. Conclusion. Et pour moi, c'est la plus importante. Oui, il faut le réathlétiser, mais il faut lui amener des outils lors de la réathlétisation. Réathlétiser pour qu'il reparte comme il est venu et qu'il ne connaisse rien à son corps, ça ne m'intéresse pas. Donc pour moi, tous les tests FMS, YBT, ses faiblesses, ses forces, sont là pour lui apprendre à se connaître, à savoir comment il fonctionne, à s'auto-gérer. Et c'est primordial pour établir un plan de prévention afin de ne pas rechuter. Quand on parle de prévention de la rechute, c'est l'après la réathlétisation, c'est-à-dire que je sais ce que je dois faire au préalable de mes séances, au préalable de mes saisons, pour rétablir un équilibre entre mes forces, entre mes faiblesses et ne pas provoquer de blessures par la suite. En gros, c'est qu'après la réathlétisation, l'athlète est autonome et il sait ce qu'il doit faire pour ne pas se blesser. Et pour terminer, c'est la plus importante, il vaut mieux reculer le moment du retour sur le terrain plutôt qu'avancer le retour au vestiaire quand on revient sur le terrain. Je vous remercie grandement et merci à tous pour l'écoute et que ça soit en direct là ou sur YouTube dans quelques jours. Merci beaucoup. Merci Julien. Un grand merci pour cette présentation claire, complète et de qualité comme d'habitude. Je vous propose un petit temps d'échange. S'il y a éventuellement des questions, qu'on soit assez libre assez libre d'échanger, de se les poser, des compléments d'information ou voilà, des choses
des remarques. Voilà, non. Donc, n'hésitez surtout pas si c'est le cas. Je vous laisse soit lever la main, soit les poser directement dans le chat. En tout cas, merci à toi. Et puis, j'espère que ce cycle au sens large de 3 webinaires, plus un sur la nutrition qui arrivera à la rentrée, voilà, vous aura plu et aura répondu à vos attentes. Le GDOS, comme toutes les structures, hein, s'est adapté à cette période un peu compliquée. Et voilà, le format webinaire a permis de répondre aux attentes. Donc voilà. A priori, il n'y a pas énormément de questions et des remerciements, voilà, des gens avant de partir. Je ne sais pas si tu veux conclure un mot de la fin ou si tu as eu le temps de tout aborder, Julien. Ouais. Alors, ce que je sais, c'est que j'étais assez stressé parce que la réactivisation, j'en fais, mais c'est ce qu'il y a de plus dur, en fait. C'est ce qu'il y a de plus dur à expliquer, c'est ce qu'il y a de plus dur à comprendre. Pourquoi? Bah, pour tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de chemin fixe. C'est que c'est de l'adaptation Cas par cas. Cas par cas. Et en fait, celui qui me parle d'un protocole réel en réathlétisation suivi, clair, précis, c'est un menteur. C'est un menteur parce qu'il y a toujours un moment où vous allez avoir un truc qui va vous tomber sur le dos et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Et donc, c'est de la réadaptation perpétuelle, en fait, la réathlétisation. J'ai le cas l'année dernière d'une jeune fille qui joue au Havre maintenant. On a passé 6 mois avec le kiné suite à un ligament croisé à travailler sur son quadriceps qui avait un déficit important. Sauf que quoi qu'on faisait, il n'y avait pas de résultat. C'est-à-dire qu'il ne s'activait pas, il n'y avait rien. Et il y a un moment, pourquoi tout ce que on a fait a remis en route le quadri et qu'a amélioré, mais ça faisait 6 mois qu'on charbonnait méthode sur méthode et qu'on n'arrivait pas à activer. Donc, voilà, franchement, c'est les spécialistes les réathlétiseurs, comme ils s'appellent. Chapeau. Moi, j'en fais, mais ça reste très compliqué. Il n'y a pas de vraie méthode. Et, même à expliquer, c'est encore, comme j'ai dit, c'est un mot qui a 15 ans de grand maximum. Et déjà, le métier n'existe pas. C'est des gens qui s'autoproclament réathlétiseurs. Mais c'est nouveau et donc je pense qu'on va s'améliorer au fur et à mesure des années. Ouais. Okay. Merci. Laurence, merci à Julien et Ogdos. Désolé, je dois vous quitter. Les enfants m'attendent pour les stages. Bonne fête à tous. Et on a une question de Skinny. ADSL, est-il possible de faire une réathlétisation que sur le feeling de l'athlète, sur son ressenti, sa position? J'ai pas les. Tu vois pas les questions? Non. Bon, c'est pas grave. Est-il possible de faire une réathlétisation sur le feeling de l'athlète? Alors, c'est l'adaptivité qui va être très importante. C'est-à-dire que, surtout au niveau amateur, où vous allez vous rendre compte, moi, niveau amateur, c'est ce que j'ai, hein, j'ai pas des gens niveau pro, mais vous allez vous rendre compte que des fois, vous avez les gens, après leur journée de boulot, et ils arrivent, j'ai eu une journée de merde, je suis fatigué, et tu as prévu une séance où tu dois lui remettre plein dedans, et finalement, à 5 minutes de la séance, tu réadaptes parce que de toute façon, si tu lui fais vivre cette séance-là, tu sais que 2 semaines après ou 2 jours après, il y a un risque de blessure. Donc, je dis pas que tu vas pas faire que tu vas réadapter, mais il y a un moment où tu vas pas faire du tout ce que tu avais prévu. Donc, tu vas aller chercher autre chose. Voilà, c'est pas qu'au feeling, mais tu dois le prendre en compte quand même. Ok. Je vous laisse, s'il y a des questions complémentaires, n'hésitez pas. En tout cas, donc, je vous l'ai dit, vous allez recevoir aussi bien le support que le replay du webinaire. Donc, n'hésitez pas à le partager dans vos structures. Nous, on l'enverra à tous les inscrits qui n'ont pas eu le temps de se connecter cet après-midi. Grand merci à vous. Rendez-vous au mois de janvier pour une dernière après-midi ensemble. On vous tiendra informé également
la date précise et puis des horaires. S'il n'y a pas de questions, il me reste juste à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année à toutes et tous. Profitez bien. Et puis, comme on dit, prenez soin de vous en cette période plus que compliquée. Et n'hésitez pas, hein, s'il y a des questions en aparté ou plus loin, à venir me parler sur mon Facebook ou sur autre. J'essaie de répondre au plus vite, mais il n'y a pas de souci. Je suis ouvert au contraire au partage, et même s'il y a des choses où vous n'étiez pas d'accord sur ce que j'ai dit, au contraire, c'est comme ça qu'on apprend. Et on profitera, on remettra tes coordonnées dans le petit mail récap avec le support et puis le replay pour permettre d'échanger. Merci à tous, bonne fin d'après-midi, bonne fête de fin d'année. Au revoir.